Samuel nous a parlé de Platon. Et moi, en ce moment, et notamment grâce à Samuel, je suis en train de lire, je viens de terminer hier soir la vie d'Averroès. Et quand on voit que ces grands médecins, même Averroès, même pour nous, il était platonicien. Quand on voit le cheminement de la culture et de voir comment Averroès parlait de Platon, et, voilà. Je dis ça parce que ça m'a touché. Et pour moi, la synarchie, elle remonte bien avant. Alors ceux qui fréquentent la maison du 19 le savent, donc, tous les ans, et je vais expliquer pourquoi, nous fêtons, enfin moi personnellement j'ai l'habitude de célébrer la synarchie le 20 janvier, je vais vous dire pourquoi. Et donc au fur et à mesure des ans, ceux qui viennent, j'ai fait plusieurs conférences et j'ai expliqué l'origine de la synarchie. Et bien sûr, pour moi, la synarchie, je l'ai rencontrée quand j'ai rencontré le maître Omram. J'ai rencontré, j'avais 21 ans. Et le maître Omram, dès les années 40, il est arrivé en France en 1937, dès les années 40, il parlait de la synarchie. Et si j'ai choisi cette photo, d'abord c'est parce que cette photo-là, c'est représente le frère Mikhail Ivanov, il n'était pas maître à cette époque-là. Et puis on voit des montagnes, c'est pas l'Himalaya, ce sont les Pyrénées. À 15 ans, son illumination, son ascension, diraient certains. C'est grâce justement au livre qu'il avait mis en contact avec les systèmes de Pranamaya, des hindous, etc. Il y a peu de temps ici, puisque tous les mercredis on a regardé des films, on a regardé récemment le Mahabharata, l'histoire du Mahabharata, et l'histoire du Mahabharata, ce n'est rien d'autre que l'explication de comment, quand la synarchie a été mise en place par Ram, avec les années, on est descendu dans le schisme et le Bharata. Le Mahabharata, les guerres qu'on a vues, et toute la symbolique qu'il y a dans le Mahabharata, nous montre comment on a perdu la synarchie. Et donc le maître Omram Mikhail Ivanov, il a toujours parlé de l'Agartha, des mondes intraterrestres, et en disant que ces mondes-là étaient gérés sur le principe de la synarchie. Et en disant, je suis venu réapporter cette notion de synarchie à l'humanité. Donc voilà. Donc moi voilà comme ça, moi dès l'âge de 21 ans, j'ai été en contact de la synarchie à travers Omram Mikhail Ivanov. Et puis ensuite, voilà, bon, les années sont passées, et on va voir la deuxième photo. Voilà. Et cette photo, je l'ai choisie d'abord pour que vous le connaissiez, ceux qui ne le connaissent pas. À cette époque-là, donc c'était le maître Omram, et il était en Inde en 60. Et j'ai choisi cette photo pour que vous le connaissiez, puis parce que ça correspond à la période où justement il a fait quelque chose de très particulier par rapport à la synarchie. Alors le maître Omram Mikhail Ivanov, lui, c'était simple. On n'était pas dans des grands rituels, dans des grandes cérémonies. Tout simplement, un matin, il a dit ceux qui sont là, demain matin, rendez-vous dans la grande salle au Bonfim. En plus, ce qui était rare, puisqu'on était au mois de janvier, donc il n'y avait pas de congrès ni rien, et ceux qui avaient la chance d'être là, ont eu la chance d'être là. Et j'avais cette chance. Voilà, donc le 20 janvier 1981, le maître Omram Mikhail Ivanov invita les frères et sœurs de la fraternité à un rendez-vous important dans la grande salle du Bonfim. Et ce matin-là étaient présents plusieurs centaines de frères et sœurs. Donc c'est sûr, dès qu'on a eu quelque chose, le téléphone fonctionne. Et donc certains ont pu venir. Et voilà, donc à 8h10, donc c'est précis, le maître dit ceci. Mes chers frères et sœurs, astrologiquement, cette journée est très importante, exceptionnelle. Et c'est aujourd'hui que je proclame que l'on pose la première pierre de la synarchie. Voilà. Et vous verrez, les résultats seront formidables. Donc pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la synarchie, comme l'a bien expliqué Samuel, c'est un système politique idéal. Les maîtres et les initiés, les gens désintéressés sont devant et gouvernent en étant au service de l'humanité pour le bien. Il faut, par le raisonnement initiatique de cette nouvelle république, la synarchie, changer le monde. Seul celui qui a l'amour dans son cœur, la sagesse dans sa tête, la vérité dans sa volonté, peut apporter la synarchie, la vraie politique, et réaliser quelque chose d'immortel. Il a fait de nombreuses conférences en expliquant le fonctionnement. Bon, bien sûr,
de façon moins précise que Saint-Yves d'Alvèdre. Hein. Mais quand on lit l'archéomètre de Saint-Yves d'Alvèdre, pour moi, je n'ai pas encore réussi à comprendre quoi que ce soit. Voilà. Donc, il a quand même fait des conférences en expliquant le fonctionnement, comme l'a dit, le pouvoir, l'autorité, etc. Hein, avec les 3, les 7, les 12, les 24, etc. Mais surtout rapidement, hein, je veux dire, même après, il a fait beaucoup de conférences où il a dit que notre travail à nous, alors il parlait aux disciples, hein, mais de tout le monde, c'est de réaliser la synarchie intérieure. Et c'est ce que a bien dit Samuel. La synarchie ne viendra sur terre que quand nous aurons réalisé la synarchie à l'intérieur. Voilà. Alors, moi, tous les ans, c'est mon habitude à moi, tous les ans, à cette époque-là, je fais une réunion tout aussi simple, seulement pour me lier justement à la synarchie et à tous les êtres des mondes intraterrestres et de l'Agartha. Et puis, va savoir pourquoi cette année, je rencontre Samuel, je ne l'ai pas rencontré cette année, mais cette année, je lui dis, mais est-ce que tu ne pourrais pas me faire le thème du 10 janvier 20 janvier 81, 8h10, domaine du Bonfin. Voilà. J'aurais pu lui demander il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais c'est cette année que je lui ai demandé. Et donc, voilà, je vais laisser la parole à Samuel, qui va à la fois présenter le thème de ce jour, du 20 janvier, et donc, oui, il y a peut-être la dernière photo du maître, c'est plus là, puisqu'on l'avait prévu. Voilà, et donc 8 heures, voilà. Donc, le matin, tout à fait. 21, à 8h10 du matin, c'était un mardi, jour de mars, donc au Bonfin, donc j'ai mis à Fréjus, hein, c'est exactement ça. Et donc, ce qui apparaît immédiatement, alors je vais essayer d'être, pour ceux qui ne font pas d'astrologie, hein, parce que, donc, le soleil est ici à 0 degré du Verseau. Il vient de rentrer dans le Verseau, comme par hasard. Mais il est dans la maison 12 encore. Hein, vous savez ce que j'ai dit tout à l'heure. La maison 12, c'est le travail intérieur. Hein. Et il est ascendant Verseau, c'est-à-dire qu'à 8h10, le soleil était juste en train de se lever. Je vous disais, il rentre dans le Verseau dans le sens zodiacal, mais dans le sens horaire, il est juste en train de se lever, il est sur l'horizon. Donc le lever de soleil intérieur dont je parlais tout à l'heure. Ascendant Verseau, soleil Verseau, ascendant Verseau. L'ascendant, c'est le signe qui se lève à l'horizon est au moment de la naissance, et on l'appelle ascendant parce qu'il se lève à ce moment-là, tout simplement. Et symboliquement, pour chacun de nous, notre ascendant, c'est notre manière de nous lever au monde. Hein, le signe qui est à l'ascendant, on aborde le monde avec les énergies qui correspondent au signe qui se lève pour le but solaire, ici, pour le but solaire qui est la réalisation de notre être essentiel, de notre être profond. Alors quand André m'a demandé de monter le thème, j'étais stupéfait, comme on peut l'être. Heureusement que j'étais assis, comme d'habitude, mais parce que au bout de plus de 40 ans d'astrologie, je suis toujours émerveillé par la justesse de la correspondance entre les astres et ce que nous vivons. Il nous parle de la synarchie, c'est-à-dire d'une nouvelle manière de fonctionner, qui n'est pas nouvelle, comme on a dit, mais qui doit partir de notre intérieur, hein, et comme André vient de dire. Donc il y a cet aspect-là. Et surtout, vous voyez, la planète ici, c'est Uranus. C'est la planète du Verseau. La planète du Verseau, chaque signe est gouverné par une planète. La planète donc du Verseau, c'est Uranus. Et là, elle est conjointe au milieu du ciel, ce qu'on appelle le milieu du ciel. Vous voyez l'ascendant, le descendant, le fond du ciel, le milieu du ciel. C'est ce qu'on appelle les 4 angles d'un thème. On les a dessinés comme ça par rapport aux autres maisons, par exemple la pointe de maison 2, la pointe de maison 3, etc. Parce que ce sont les angles, c'est important dans un thème. Ça, c'est la ligne d'horizon, donc ascendant-descendant. Et ça, c'est la ligne du méridien, nadir, le nadir et le zénith. Hein. Et quand une planète est conjointe à un angle, et notamment au milieu du ciel, elle est en plein milieu du ciel, elle est au zénith, ça veut dire que, en plus, elle est, comme on dit dans notre langage, angulaire, elle fait un angle, elle est conjointe
pile au milieu du ciel, donc elle est très importante. C'est un thème uranien, non seulement parce que les Verseaux, ascendant Verseau, c'est-à-dire les Verseaux sont des prophètes. C'est-à-dire que ce qu'annonçait le maître à ce moment-là, c'était quelque chose de très ancien qu'il fallait retrouver sous une nouvelle forme, mais qui était une forme à venir, quoi. Alors, rien que ça, quand on voit ça en tant qu'astrologue, on se dit mais c'est parfaitement extraordinaire, tout à fait étonnant. Et d'ailleurs, vous voyez que... Non, c'est là. Ouais, c'est là. La Lune, c'était exactement la pleine Lune ce jour-là. Pile. Et quand il y a la pleine Lune, c'est un moment où le Soleil et la Lune sont en opposition par rapport à la Terre qui normalement est un point ici au centre, entre les deux. Quand il y a la pleine Lune, c'est une opposition. Soit on disjoncte, si le travail qui a été fait, puisque c'est le mi-point, je vous ai expliqué la notion de cycle, un cycle commence à une conjonction et il se termine à la conjonction suivante où un nouveau cycle commence. Donc, toutes les nouvelles lunes, il y a un nouveau cycle qui commence. Et puis, ça passe par la phase montante de la Lune, premier quartier, etc. Et quand on arrive à la pleine Lune, la question qui se pose pour chacun de nous, puisqu'on vit ça tous les mois, et puis on a ça aussi dans notre thème, chacun à sa manière. Quand on arrive à la pleine Lune, la Lune, elle est grosse de la semence que le Soleil, l'Esprit, lui a donnée à la conjonction. Rudyard, il disait à la nouvelle Lune, le Soleil ensemence, en spiritualise, il disait exactement. En spiritualise la Lune. La Lune, c'est la personnalité, et le Soleil, c'est le moi essentiel, c'est notre centre, notre Atman, notre âme, enfin, on appelle comme on veut. Donc, à la pleine Lune, on est pile là, vous voyez, la pleine Lune, c'est incroyable même. On est face à une opposition, donc, soit on devient fou, comme on dit toujours, on devient fou à la pleine Lune, parce qu'on n'a pas fait le boulot qui a été demandé depuis la nouvelle Lune jusqu'à la pleine Lune. Si on a fait le boulot, eh bien, on est illuminé. Et là, on est en pleine lumière. On est en plein dans une... C'est d'ailleurs la seule opposition du thème. On est en plein dans une réalisation importante de ce qui est dit, quoi. De cette ouverture d'esprit qui est donnée. Donc, c'est étonnant. Et en plus, c'est pile sur l'axe ascendant-descendant qu'on appelle aussi l'axe de la conscience. Ici, c'est l'ascendant, c'est la conscience de moi, du moi, alors cette fois-ci. Et là, c'est la conscience de l'autre, des autres. C'est pour ça que l'ascendant, pour chacun de nous, c'est notre moi incarné, notre ipséité, on dit d'habitude, pour prendre un terme que je trouve barbare, mais bon, ça fait toujours bien de le dire. Comme disait Vouga, un autre de mes maîtres d'astrologie, il dit c'est bien pour briller dans les salons. On est dans un salon maintenant. Bon, l'ascendant, c'est la conscience de moi, du moi, de notre conscience personnelle. Et là, c'est la conscience de l'autre, des autres. C'est pour ça qu'on dit que le descendant, c'est tout ce qui concerne les associations, le couple, le mariage. Donc là, il y a une union entre le moi essentiel, le moi profond et la personnalité. En fait, la personnalité qu'on représente par la Lune, là je reprends un terme d'Alice Bailey, elle dit la personnalité doit s'aligner sur l'âme, dans la psychologie ésotérique. Bon, je ne fais pas l'astrologie qu'elle appelle ésotérique, que le tibétain appelle ésotérique. Pour moi, toute astrologie de toute façon est ésotérique. Mais bon, elle part sur d'autres principes que j'ai étudiés, mais je préfère rester dans cette approche-là, parce que quoi qu'en disent les adeptes d'Alice Bailey, ils disent que seule leur astrologie est l'astrologie de l'âme, mais celle-là aussi, c'est l'astrologie de l'âme. Et là, l'âme et la personnalité sont complètement en complémentarité, une opposition dans un thème, c'est soit un conflit intérieur, quand on a ça dans notre thème, qu'on vit effectivement sous forme de conflit, quand on est jeune, adolescent et tout ça, ou tant qu'on n'a pas compris, quoi, tant qu'on n'a pas fait le boulot. Et si c'est plus un conflit, c'est une complémentarité. C'est pour ça que l'ascendant et le descendant, le moi et l'autre, le couple,
c'est une complémentarité. Hein, c'est très bien indiqué. Les lois cosmiques sont inscrites dans l'astrologie. L'astrologie, c'est la science des lois. Quand je suis allé en Inde, la première fois, je me suis marié, d'ailleurs, pas avec ma femme actuelle, mais avec une autre femme. On s'est marié suivant le rite hindou, et il a fallu entrer dans l'hindouisme. Bon, normalement, on ne peut pas être hindou si on n'est pas né hindou. Mais il y a j'allais dire une secte, c'est pas une secte, une branche de l'hindouisme contemporain qui date du 19e siècle, qui a été initiée par un swami qui s'appelle Swami Sarasvati, dont Ramakrishna était un disciple. Vous savez Ramakrishna. Et donc là, ça s'appelle l'Arya Samaj, cette branche de l'hindouisme. Et là, même si on n'est pas hindou, on peut devenir hindou. Et donc, ils m'ont donné un nom, parce qu'il faut avoir un nom hindou. Et c'est toujours un nom qui est en fonction de notre dharma, c'est-à-dire de ce qu'on a à accomplir dans la vie, mais dans le sens spirituel du terme. Donc moi, ils m'ont appelé Ritavan. C'est pour ça que si vous avez vu notre... Ils m'ont appelé Ritavan, parce que Rita, c'est la loi cosmique, et Van, c'est le gardien. Ou le protecteur aussi en sanskrit. Donc Ritavan, c'est le protecteur de la loi. Ils m'ont dit, t'es astrologue. En Inde, les astrologues sont des prêtres. C'est sacré. C'est pas comme chez nous. D'ailleurs, je devrais même pas être payé de la manière dont je suis payé, mais bon, on vit en Occident. Mais en Inde, les astrologues, c'est les personnes qui viennent, qui le font vivre, quoi. Ils lui payent son loyer, ils lui payent à manger, ils lui payent tout. Lui... Mais bon, on est là où on est. Peut-être quand on sera dans l'ère du Verseau, l'astrologue retrouvera sa vraie place. Mais vous voyez, là, c'est toute cette énergie-là. Donc, Uranus, donc ici, Uranus, c'est extraordinaire quand même. Pour moi, c'est comme regarder un tableau. Pour les gens qui font de l'astrologie, on se dit, Uranus au milieu du ciel, il parle de la synarchie, puis il y a Uranus, qu'est-ce que c'est merveilleux quand même. Et donc ça veut dire aussi que il faudrait attendre que le monde évolue pour que comme l'a dit André, le monde évolue, mais ce que j'ai essayé de montrer aussi avec l'ère du Verseau, c'est que progressivement, on va vers ça. Je répète ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a 40 ans, quand on était dans les 30 glorieuses, et que on avait toute cette manne matérielle qui était à notre disposition, on vivait dans un certain confort, on croyait que la liberté, c'était le progrès. C'était avoir un frigidaire, c'était avoir l'eau courante, l'eau chaude à la maison, un réfrigérateur, mais c'était d'avoir une machine à laver, c'était... bon, c'est vrai en plus, heureusement. Mais en faire une finalité, c'est plus ça. Donc, on croyait que c'était ça. Que le progrès, les scientistes parlaient du positivisme d'Auguste Comte et tout ça, c'était d'arriver à le progrès, quoi. Le progrès, et le progrès, c'était en fait l'inverse du progrès spirituel. Mais on s'est rendu compte, et vous êtes là pour en témoigner, je pense, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes dans cette démarche-là, c'est-à-dire dans cette démarche d'une quête de se relier vraiment, chacun dans notre histoire, avec notre propre thème, de nous relier à notre être profond, qui est lui universel, qui est en phase avec l'univers, avec le divin. Le soleil, dans notre thème, c'est la manière d'aller vers le divin qui est en nous. C'est notre chemin vers le divin. Bon, il y a plein d'autres trucs qui... Il y a une autre chose que je relève aussi dans ce thème. Bon, je pourrais parler pendant des heures, évidemment. Mais une autre chose que je relève, c'est que la Lune est en Lion, au descendant, comme je vous l'ai dit, puis pile à l'opposé, le Soleil est en Verseau. Donc, c'est un alignement de l'âme sur la personnalité, ou de la personnalité sur l'âme, plus exactement. Oui, mais elle était juste à la pleine lune, ouais, elle est
hein, avec le descendant qui est en Lion. Quelques minutes plus tard, elle était dans le Lion. Mais pile dans la pleine lune, quoi. Hein, elle est en Cancer, effectivement, mais pile, on peut la considérer comme étant en train d'entrer dans la pleine lune du Lion. D'ailleurs, si on regarde les éphémérides, on verra que la pleine lune a eu lieu ce jour-là. Et donc, c'est vraiment cet équilibre entre l'homme et la femme aussi. On peut le voir comme ça, parce que le soleil, dans un thème d'homme, ou de femme d'ailleurs, plutôt, hein, le soleil représente l'époux, suivant la tradition. Alors que la lune représente l'épouse, hein, suivant la tradition astrologique. Et il y a une chose que je me suis souvent posée comme question, du fait de l'évolution de la conscience et puis de la nécessité que la femme retrouve sa juste place, c'est que dans l'astrologie très traditionnelle, le soleil c'est le moi profond, et dans un thème de femme c'est l'époux. C'est-à-dire qu'elle ne peut trouver son moi profond qu'à travers l'époux. Ça ne marche plus. Non. De nos jours, ça ne peut plus marcher. Donc, mais néanmoins, si on prend l'animus, l'anima, le masculin, le féminin, il y a quand même une corrélation entre les deux, quoi. Et puis, il y a cet Uranus qui est au milieu du ciel et qui est important. Bon, il y aurait plein de choses à dire, hein. On pourrait parler aussi, comme ça, incidemment, si je rentre dans le détail. Vous voyez ce... Ah oui, j'ai ça sous la main. Ça, c'est ce qu'on appelle le nœud sud de la Lune. Et là, c'est le nœud nord, juste à l'opposé. Le nœud sud de la Lune est en Verseau, et le nœud nord est en Lion. Le nœud sud représente le karma, les choses du passé. On appelle cet axe, nœud sud, nœud nord, l'axe de la destinée. C'est-à-dire que chacun dans nos thèmes, on a un nœud sud, c'est-à-dire ce qui vient des vies antérieures, de notre passé, on peut le voir comme on veut. Donc quelque chose à transformer, à dépasser. Et le nœud nord, c'est notre dharma. C'est ce qui nous permet d'aller vers notre dharma. Donc là, ce que veut dire le maître ici, ce jour-là, c'est que, quelque part, une ancienne idée du Verseau doit être dépassée, parce que pour aller vers le Lion. D'ailleurs, quand on parle de... J'aurais dû en parler, parce que quand on parle d'une ère cosmique, on doit parler de l'ère Verseau-Lion, comme on parle de l'ère Vierge-Poisson, l'axe. C'est-à-dire que je pense que c'est ce que le maître disait, hein, puisque les enseignements nous apprennent ça, c'est que si on n'est pas devenu un individu, on ne peut pas aller vers le Verseau. Si on n'est pas d'abord Lion, c'est-à-dire réalisé en tant qu'individu, on ne peut pas participer à la communauté du Verseau. Et là, c'est aussi ça qu'on voit dans ce thème, quoi. Moi, je ne suis pas astrologue. Je suis pas astrologue, mais il y a deux choses qui m'interpellent et je ne sais pas si tu peux en dire quelque chose. Ah ben bien sûr, c'est bien. C'est la conjonction en haut que je vois Jupiter-Saturne, oui. En haut, là-haut. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de Pluton dans ce thème? Donc, on va détailler un peu. On va aller. Ah, voilà, donc ça, ici, Saturne-Jupiter. C'est une conjonction qui a lieu tous les 20 ans. Et le rythme, c'est bien que tu poses la question, cette conjonction, donc la précédente a eu lieu 20 ans auparavant. Hein, donc celle-là, c'est celle de 81. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en 81? Mitterrand a été élu. C'est la première fois qu'un socialiste, enfin, est entré au pouvoir. Donc c'est ce qu'on appelle la conjonction de 81, qui se reproduit à plusieurs reprises. Donc quand il y a une nouvelle conjonction, il y a toujours un nouveau cycle. Vous savez, en astrologie, il y a le grand cycle dont je vous ai parlé, celui de 2160 ans. Je ne vous ai pas parlé des 12 années de 2160 ans qui font 26 000 ans. Donc il y a un grand cycle de 26 000 ans. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais on pourrait. Et puis il y a des mini-cycles. Hein, il y a des tricycles, enfin bon, il y a des mini-cycles, pour en connaître un rayon, là, justement. Et ben, c'est comme les roues d'une horloge, quoi. Hein, vous avez démonté une montre, moi, je démontais des montres quand j'étais petit, et j'étais fasciné par le fait qu'il y avait des roues qui rentraient dans les roues, qui s'entraînaient les unes les autres, et tout ça. Donc ça, c'est une des roues de l'horloge, celle-ci.
Donc en maison 8, hein, Saturne, ça c'est la maison 8, effectivement, donc la maison de la transformation. La maison 8, c'est la maison de la mort et de la renaissance. C'est là, la maison 8, c'est là où on meurt à son ego pour renaître à son âme. C'est pour ça que le Scorpion, qui est le 8e signe du zodiaque, est très important. Et d'ailleurs, on le retrouve ici de manière très forte, puisqu'il est au milieu du ciel, et il y a Uranus qui est juste à la limite. Bientôt, il passera en Sagittaire, d'ailleurs, Uranus. Mais là, il est là. Et donc, cette conjonction Saturne-Jupiter indique que de nouvelles formes sociales sont appelées à se mettre en place tous les 20 ans. Donc, la suivante a eu lieu en 2001, autour de 2001. Il faudrait regarder les dates exactes, évidemment. Et la prochaine, l'année prochaine. L'année prochaine, d'ailleurs, l'année prochaine, il va y avoir un truc très important. Ouais, l'année prochaine, de toute façon, il y a de manière sûre, il y a Saturne-Pluton qui va être conjoint. Et Saturne-Pluton, c'est une fois tous les 35 ans. Et là, vous voyez, donc ça va bien faire pas loin de 35 ans. Donc l'année prochaine, le 12 janvier, j'ai retenu cette date parce que c'est la date de naissance de ma fille. Le 12 janvier 2020, il y aura une conjonction Saturne-Pluton. Et puis après, il y a Jupiter qui va se ramener aussi. Bon, je n'ai pas regardé les dates exactes, je pense que c'est l'année prochaine aussi. En Capricorne, hein. En Capricorne. En Capricorne. Donc voilà pour Saturne-Jupiter, ce qu'on peut en dire. Bon, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train d'en parler et qu'il y en a une autre conjonction qui est en train de se former et qui va avoir lieu là dans... Bon, elle est là, quoi. Là, en ce moment, Saturne est en Capricorne et Jupiter est encore en Sagittaire. D'ailleurs, Jupiter passe en ce moment quasiment sur le Neptune de ce thème. Et Saturne, il est sur la Vénus du thème en ce moment, peu de choses près, selon. Donc il y a des transits sur le thème en ce moment. Ça, c'est quand on regarde l'actualité du thème. C'est pour ça qu'on est en train d'en parler, parce qu'il est actualisé par les différents transits et tout qu'il peut y avoir en ce moment. Et il y a Pluton. Pluton qui est aussi en maison 8. Et Pluton, bon, il est... La planète importante des trois transpersonnels, c'est quand même Uranus, forcément. Mais Pluton est là, à la fin de la balance. Vous voyez que toutes les planètes sont quasiment à la fin de chaque signe. Comme si la fin de quelque chose se préparait. Hein. Là, Pluton est à la fin de la balance. Bon, le temps qu'il arrive en Scorpion, il est très lent. Hein, mais il est dans la maison 8, donc il accentue la nécessité d'une transformation intérieure. Quand on a Pluton en maison 8 dans notre thème natal, hein, et ben, tout passe par la nécessité de creuser, d'aller au fond de nous-mêmes, dans les profondeurs de notre être, de notre ego. Et c'est pas toujours... bon, Pluton, c'est pas toujours évident quand il est là, mais mais il fait partie du processus, quoi. Et puis là... Alors, oh non, il est trop loin encore. Ouais, là, il est à 22 en ce moment. Le temps qu'il arrive à 0, il y a encore 3-4 ans. Hein. Au moins, il faudrait regarder les éphémérides, mais enfin, il n'est pas sur le soleil du thème, non. C'est trop haut. L'orbe est trop large. Parce que si on prenait cet orbe-là, alors que la conjonction va se faire dans 4 ou 5 ans, peut-être en 4 ou 5 ans, il va se passer quelque chose d'important. Ça va? Le fond du ciel? Tu veux quelques-uns? Oui, parce que c'est eux qui sont marqués, ouais. Mmh. C'est les racines, c'est la patrie, on le regarde aussi, on dit c'est tout ce qui touche la maison, quoi, les biens immobiliers, hein, toutes ces choses-là. C'est le premier niveau d'interprétation. À un niveau plus profond, hein, il y a plusieurs niveaux d'interprétation suivant le plan de conscience où on se situe. Alors, pour ce thème, le fait que le fond du ciel, les racines soient dans le taureau, c'est que le taureau, dans son aspect spirituel, c'est l'incarnation de l'esprit dans la matière. Donc la nécessité que nos racines soient vraiment enracinées, d'ailleurs dans le taureau,
Hein, le taureau, c'est un signe de terre. Hein, et il ne faut pas croire que les signes de terre sont des signes terre à terre. Il y en a qui le sont plus facilement que d'autres quand ils sont à un niveau primaire. Mais à un niveau spirituel, les signes de terre, ils sont là pour permettre à l'esprit de s'incarner dans la terre. Donc là, ce que nous demande le thème dans ce cadre général, c'est il est absolument nécessaire pour manifester la synergie, puisque c'est le but du thème, que nos racines soient bien ancrées. Soient bien ancrées. C'est pas simplement juste planer à 10 000 comme ça. Et quand, pour ceux qui font de l'astrologie, je peux aller juste un peu plus loin. Hein, je reste général, parce que je sais que tout le monde ne fait pas de l'astrologie, mais ça va, vous me comprenez quand même. Hein, hein, bon, oui, alors, regardez comment les choses sont faites. Le fond du ciel est dans le signe du taureau. On regarde toujours où se trouve le maître du signe, pour savoir dans quel secteur d'activité ce qui est demandé, cet enracinement est demandé. Le maître du taureau, c'est Vénus. Non, il est en Capricorne. Voilà. Vénus est là. Vénus, c'est le maître du taureau. Il est donc, on va dire, le maître du taureau est en Capricorne, en maison 12. Le trigone est très large. Par contre, le soleil, oui, il est trigone, lui. Mais Vénus en Capricorne, dans la vie affective, c'est pas très bon. Parce que on dit qu'elle est mal placée. Parce que le Capricorne, c'est la restriction, c'est Saturne, hein, le signe du Capricorne. Hein, donc, sur la vie affective, c'est pas bon parce que ça donne une certaine froideur. Les personnes qui ont une Vénus en Capricorne, ils ont du mal à exprimer leurs sentiments, ils les retiennent. Mais quand on le regarde sous un angle spirituel, ça veut dire que tout ce qui est de l'ordre émotionnel, hein, et les sentiments doivent être bien alignés, bien intégrés. On retrouve ce qu'on retrouve. On retrouve tout ça, parce que c'est dans le cadre de ce thème. Hein, quelqu'un qui est né ce jour-là, qui vient me voir avec une Vénus en Capricorne, ça ne va pas être évident pour un vécu à un niveau humain. Parce que ce n'est pas une bonne position pour Vénus, parce que Vénus, c'est expression des sentiments, la joie de vivre et tout ça, puis elle est dans un signe qui est sévère, quoi. Les personnes qui ont Vénus en Capricorne, enfin ça dépend de tout le reste du thème évidemment, peuvent être des personnes qui sont un peu sévères, un peu retenues, qui n'expriment pas forcément leurs sentiments. Mais c'est leur boulot, hein. C'est ni bien ni mal. Hein. Vous retenez bien ça, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est chacun son boulot, quoi. Mais bon, c'est sûr que si la Vénus elle était en Balance ou en Taureau, mais là, dans ce thème spécifique qui va parler de quelque chose qui n'est pas terre à terre, qui est quelque chose qui est de l'ordre des principes, qui est de l'ordre de la loi universelle, alors la Vénus en Capricorne, en maison 12, c'est bien. C'est bien parce que si on fait n'importe quoi au niveau des sentiments, comme on fait d'habitude, eh ben, on ne peut pas faire la synergie. Il faut que tout soit bien aligné, bien intégré, bien centré, et ça, Vénus en Capricorne, c'est très bon. Alors, Chiron est juste là en bas en Taureau. Alors, il est juste là à 13 du Taureau, donc il est en maison 3. Et c'est intéressant parce que Chiron, c'est un planétoïde en fait, c'est pas une planète. Quand il a été découvert en 1977, et je me rappelle, j'avais fait un congrès d'astrologie à Toulouse où il y avait aussi des physiciens, enfin pas des physiciens, des astrophysiciens. Parce qu'à Toulouse, ils sont un peu ouverts, donc ils étaient venus à ce congrès d'astrologie parce qu'ils étaient invités aussi à parler. Et je leur avais demandé, qu'est-ce que c'est que pour vous, Chiron? Est-ce que c'est un astéroïde ou est-ce que c'est un... quoi? Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est pas une planète. Les astéroïdes, eux, c'est dommage que Claude ne soit pas là parce qu'elle pourrait nous en parler, hein, et peut-être ajouter des choses par rapport à ce thème.
hein, parce que Claude est spécialisé dans les astéroïdes, et puis elle apporte d'autres éléments que moi je n'apporte pas, mais qui se recoupent, hein, qui disent la même chose. Oui, elle met les astéroïdes, ce sont des astéroïdes, comme on dit, qui sont entre Mars et Jupiter. C'est ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Rudyard disait simplement que Mars, c'est la première planète après la Terre, c'est celle qui nous permet de sortir de nous-mêmes, d'agir, bien ou mal, mais d'agir. Et Jupiter, c'est la première planète sociale. Donc, pour qu'on puisse agir sans être quelqu'un qui va rentrer dans l'art des gens et tout ça comme martien, il faut qu'il y ait une ceinture d'astéroïdes qui va permettre de purifier ce que Mars pourrait avoir de trop abrupt, quoi. Par contre, Chiron, lui, il se trouve entre Uranus et Saturne, entre la dernière planète visible du système solaire visible, Saturne, et la première planète du système solaire invisible, et c'est intéressant ici, justement, Uranus. Donc, les planètes qui sont au-delà de Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, bien que Pluton ait été déclassé par les astrophysiciens, enfin cela, et je les prends un par un et je leur montre les transits qu'il y a dans leur thème quand il y a des transits de Pluton. On va voir. Hein, oui, mais parce que quand Pluton transite, on sait que, bon, hein, là, ça correspond à ça. Donc, Uranus, Neptune, Pluton sont les trois planètes de l'invisible, ou du transpersonnel, suivant comment on les aborde. Donc Uranus, c'est la première planète de l'invisible, il faut un télescope pour les voir, et elle a été découverte en 1780 et quelques, au moment de la Révolution française, justement. Ouais, dans ces eaux-là. Hein. De toute façon, on l'associe toujours à la Révolution française, parce que Saturne, c'est l'Ancien Régime, et Uranus, c'est la Révolution, et c'est le Nouveau Régime. Après, il y a la Restauration, après, il y a... hein, on comprend l'histoire comme ça. Et donc, Chiron, il se situe entre les deux. Et quand il est à son périhélie, c'est-à-dire à l'endroit où il est le plus proche de la Terre, du Soleil en fait, mais de la Terre par rapport à nous, puisqu'il tourne autour du Soleil, il rentre dans l'orbite de Saturne. C'est-à-dire que Chiron, c'est le guérisseur. Hein, c'est celui qui va nous permettre de guérir nos blessures, ce que Jung appelait le guérisseur blessé. Et Chiron, c'était un centaure, mais comme on dit d'habitude, et sans reproche évidemment, hein, c'était un centaure, c'était le prince des centaures. Si vous vous rappelez de ce qu'Homère disait dans l'Iliade et l'Odyssée, surtout l'Odyssée, hein, quand Ulysse est arrivé chez les centaures, ils se saoulaient la gueule, tout ça, enfin, c'était des êtres grossiers et tout ça, sauf un qui était Chiron, et qui est à l'origine de beaucoup de choses. Chiron, ou Chéron, il y en a qui disent Chéron aussi, ben, Chiron était donc le grand guérisseur. Tous les grands sages ou tous les grands héros de l'Antiquité sont allés le voir. Hein, Thésée est allé le voir, Esculape, enfin, c'est dans la mythologie grecque qui joue un rôle très très important. Et donc, d'ailleurs, il a été découvert quand il était en Taureau. Hein, il a été découvert quand il était en Taureau, il fait le tour, puisque 77, 81, hein, les 360 degrés du zodiaque. Hein. Et donc, c'est un livre qui donne, pour chaque degré du zodiaque, une image symbolique. Donc, comme le zodiaque est un cercle, il y a 360 images. Donc, on peut regarder le degré où se trouve chaque planète, ou l'ascendant, n'importe, pour voir le sens complémentaire symbolique qui nous est donné. Alors, juste quelques mots sur ces symboles. Ils ont été donnés en 1920 à un astrologue qui s'appelait Mark Edmund Jones, un Américain, qui avait créé une société qui s'appelait la Société Sabian, société occulte et ésotérique, à laquelle Dan Rudyard a participé aussi. Et il a pris 360 petits cartons. Sur chaque carton, le premier, il a marqué 1 degré bélier, le deuxième 2 degrés bélier, le troisième jusqu'à 30 degrés du poisson. Hein, le dernier deux. Il les a mélangés, il les a retournés, et il a travaillé avec une voyante qui lui a donné
pour chaque degré du zodiaque une image symbolique. Mais il ne savait pas à qui elle était attribuée, parce que quand il est rentré chez lui, il les a retournées, les cartes, il a dit tiens, hein, voilà. Donc, et Dan Rudyard, donc mon maître, a commenté ces degrés. Et voilà pour le degré de la découverte de Chiron, parce que comme il est proche de sa découverte, il va jouer un rôle important. C'était au 3e degré du Taureau. Vous allez voir comme c'est intéressant par rapport à ce que je vous ai dit, Chiron, il est juste entre les planètes du visible et les planètes de l'invisible. Et il nous dit, ce degré-là, le pot d'or au pied de l'arc-en-ciel. Et il nous dit ensuite, les richesses que procure la réunion des natures célestes et terrestres. Dans la Genèse, l'arc-en-ciel est le symbole de l'alliance de Dieu avec Noé. Dans toutes les mythologies, il exprime de façon ou d'autre la réunion de deux mondes. C'est aussi le pont par lequel les êtres divins communiquent avec les êtres mortels. Voilà ce qu'il nous dit. Entre autres choses. Donc il nous dit, cette étape nous présente une manière de faire qui nous remet en mémoire le symbole de la seconde étape, donc il faut revenir en arrière. Il ne faut pas se laisser impressionner par les manifestations de la puissance céleste, car elles permettent un contact fructueux avec des êtres de lumière. Voilà, donc c'est exactement la richesse de l'être. Donc quand Chiron est là, l'endroit où Chiron se trouve, c'est là où on peut se connecter, se guérir. Et là, c'est dans le Taureau, mais dans la maison 3. Concrètement, le Taureau, toujours, hein, être concret, la maison 3, c'est la maison de la communication. C'est comment communiquer. Hein, c'est la maison de la pensée concrète. Donc c'est en communiquant entre nous, maison 3, on peut exprimer la manière de nous guérir, mot à mot. Alors, on peut dire plein de choses hein, quand on est dedans. Ça va? Donc vous voyez la synarchie d'où on est parti, ce que le thème nous amène comme information complémentaire. Le maître a choisi peut-être, mais il faisait de l'astrologie. Hein. Il faisait de l'astrologie. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il a choisi ce jour-là exprès André, tu peux... Je pense, hein. Effectivement, le maître faisait de l'astrologie. La seule chose que je peux dire, mais c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure, c'est qu'il a dit aujourd'hui, ce jour est très important sur le plan astrologique, etc. Hein. Voilà. Après, est-ce qu'il a fait par intuition? Est-ce qu'il a fait en étudiant le thème? Est-ce qu'il a fait ça? Je ne sais pas. En tout cas, quand il était jeune et quand il était auprès de Peter de Nof, il faisait beaucoup d'astrologie. Et puis un jour, il raconte, enfin, quand vous lisez sa biographie, justement, il a arrêté parce que ça le prenait et ça l'amenait dans des sphères où il n'avait pas envie de fréquenter davantage, quoi. Hein. Voilà. Mais il était astrologue, bien sûr. Oui, il était astrologue. Il était astrologue et musicien. Ouais. Voilà, entre autres. D'ailleurs, tu parles de Peter de Nof. Moi, j'ai beaucoup de livres, enfin, j'ai lu des livres de Peter de Nof sur l'astrologie, et notamment sur l'astrologie de l'ère du Verseau. Ce que je vous ai dit aussi, il y a Peter de Nof derrière. Et les thèmes se faisaient carrés. Et les thèmes se faisaient carrés, ouais. Bon, ça, c'est la manière occidentale de le faire. J'ai appris comme ça, même dans mon école d'astrologie, si on peut dire qu'on appartient à une école. Rudyard, lui, il le faisait complètement d'une autre manière. Mais comme moi, j'ai appris comme ça, et que ça me parle immédiatement en le lisant comme ça, alors que les thèmes comme faisaient les Rudyard, d'ailleurs, je lui avais dit, et les aspects, quand ils sont carrés, on dirait qu'ils sont des trigones. Enfin bon, là c'est l'astrologie traditionnelle, la manière de monter le thème. Quoi d'autre? Vous avez d'autres questions? Non? La porte fortune, par exemple. Alors, faut pas faire chaque élément du thème
a une signification qui lui est propre, mais qui ne prend sa signification que dans le cadre général du thème. On ne peut pas faire étudier une planète sans la remettre dans le cadre général. Hein, ça, c'est une chose. Et puis, le Chiron, bon, d'accord, on dit Chiron, mais par rapport aux planètes, ce n'est qu'un planétoïde. Il a un rôle à jouer, mais c'est pas lui le plus important. La part de fortune, elle est ici, forcément conjointe au descendant, parce que la pleine lune est conjointe au descendant. Hein, et il y a la part de l'âme aussi, la part d'esprit, qui n'apparaît pas ici, parce que pourtant, si, elles sont conjointes toutes les deux. Hein, c'est vrai. C'est que j'ai mis le truc. J'ai tellement l'habitude, moi, d'être dans des vieux schémas, justement, d'astrologie. Quand j'ai commencé, voilà. La PA37, c'est ce qu'on appelle la part de l'âme. Et ça, c'est la part de fortune. Là, on appelle part de l'âme ou part d'esprit, et là, on l'appelle part de fortune. La part de fortune, c'est la part qui est liée à la Lune, et la part de l'âme, c'est la part qui est liée au Soleil. Hein, donc, elles sont conjointes à la pleine Lune. Elles sont conjointes au descendant, parce que ici, l'opposition Soleil-Lune se fait sur l'axe ascendant-descendant. Donc, elles sont conjointes. La part de fortune, c'est la meilleure manière d'exprimer le point qui est indiqué notre personnalité. C'est la source de la personnalité, hein, d'où son nom de part de fortune, et c'est dans le visible. Les astrologues traditionnels la voient uniquement comme part de fortune, bonne fortune, quoi. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Et la part d'esprit, ou part de l'âme, c'est le point important où on peut se connecter avec son âme. Et là, c'est dans la relation, maison 7. Aussi bien dans le visible, on va dire, part de fortune, que dans l'invisible, part de l'âme, elles sont conjointes, les deux sont conjointes. C'est vraiment étonnant, d'ailleurs, qu'il ait parlé de ça au moment où il y a tous ces aspects. Enfin, encore une fois, étonnant, ça ne l'est pas. Alors, évidemment, on pourrait décortiquer un thème pendant des heures, mais là, ce que je vous ai donné, c'est l'essentiel. Après, on rentre dans des détails et le risque, c'est de se perdre dans les détails. Comment ça fonctionne en même temps. Là, ce que j'ai mis autour, hein, donc il y a le thème natal, hein, enfin le thème du 20 janvier 81, que nous avons vu. Voilà, là autour. Et puis là autour, c'est ce qu'on appelle les planètes progressées, direction secondaire ou progression secondaire, hein, qui est très important quand on fait l'actualisation d'un thème. Quand quelqu'un vient en consultation, on regarde tout de suite où sont ces planètes. C'est marqué ici, hein, thème progressé, mais thème bon. Hein, c'est-à-dire qu'on regarde tant de jours après la naissance que l'on a d'années. C'est-à-dire qu'un jour égale un an. Donc là, ça fait 81 maintenant, ça fait 38 ans. Donc on regarde 38 jours après la naissance, et donc là, l'ordinateur, évidemment, il calcule tout ça. Et on regarde où sont les planètes progressées 48 jours après la naissance, 38 jours après la naissance. Et qu'est-ce qu'on voit? Une pleine lune. C'est-à-dire que 38 jours après la naissance, c'est-à-dire le 20 janvier, alors là il a mis pour le 20 janvier 2019, d'ailleurs il y a une éclipse, mais ça c'est une éclipse, c'est-à-dire, bon, pour 38 jours après, hein, on a une pleine lune, on a le soleil qui a progressé, vous voyez, dans le thème natal il est ici, et dans les progressions, 38 jours après, hop, tiens, il est en train d'entrer dans le signe du bélier. De janvier, ouais. Donc, ça va nous donner des informations. Le soleil change de signe. Hein, quand le soleil en progression change de signe, donc, tous les 30 jours, vu de la Terre, donc tous les 30 ans, c'est un moment important. Quand nous, dans notre thème progresser, notre soleil change de signe, on sait qu'il y a une énergie nouvelle qui se manifeste à ce moment-là. Donc, au niveau du moi profond que représente le soleil. Donc là, il rentre dans le bélier, l'équinoxe de printemps d'ailleurs, il y a une nouvelle énergie qui se met en œuvre. Ça veut dire que, en fait, André a eu cette intuition de demander le thème, mais c'est pas par hasard non plus, parce que le soleil du thème rentrait
dans une nouvelle dynamique, quelque part, qui demande à émerger, se manifester avec une nouvelle force, la force du bélier. Hein. Donc, par exemple, hein, et puis en plus, c'était au moment où il y avait une nouvelle lune. Hein, donc, on regarde une pleine lune, je veux dire, hein, une pleine lune. Donc, effectivement, forcément, puisqu'il est né, le thème est né 30 jours avant, environ. Hein. Donc, comme 30 ans plus tard, eh ben, on a à nouveau une nouvelle lune, quoi. Donc ça, c'est intéressant de regarder ces choses-là parce que ça nous permet ensuite d'affiner, de voir le sens de ce qui se joue à un moment donné. On regarde le thème. Quand on regarde notre thème, on regarde les transits, les progressions. Donc, le soleil progressait, rien que ça. Je comprends pourquoi André m'a demandé de faire le thème, quoi. Voilà, je voulais juste vous mettre ça dans l'esprit. Oui. Oui, et alors on retrouve pourquoi le membre du Bible, je ne sais pas, mais la conjonction Jupiter-Saturne qui est sur... un scorpion. Oui, mais sur le... comment dire, le milieu au milieu du ciel. On la retrouve, c'est la suivante, hein, celle qui a eu lieu ensuite, 20 ans plus tard. Environ 20 ans plus tard, elle a duré un certain temps. Donc on la retrouve, elle rejoue là. Oui, mais on la retrouve sur le milieu du ciel, non? On la retrouve sur le milieu du ciel. Donc, effectivement, rien que ça veut dire que, pas que c'était le moment d'en reparler, quoi, ouvertement. De le remettre au grand jour. Le milieu du ciel, c'est aller au grand jour, quoi. Moi, je croyais que j'avais eu de l'intuition, mais c'est les planètes, quoi, c'est ça. Mais si, t'as eu l'intuition. Donc, il y a d'autres questions? On pourrait regarder la révolution solaire, mais alors, pour comprendre le sens d'une révolution solaire, je sais qu'on en fait tout un plat, parce qu'on remonte tout un thème et tout ça, mais en fait, il faut voir, pour comprendre ce que c'est, je prends une image. Le thème natal, pour chacun de nous, c'est notre montre cosmique. Bon, là, c'est la montre cosmique de ce thème-là. L'aiguille des heures, c'est les progressions. L'aiguille des minutes, c'est les transits. Et la révolution solaire, ce n'est que l'aiguille des secondes. Donc, c'est vrai qu'on en fait tout un plat, mais il faut resituer chaque chose à la place où elle est. On ne peut pas étudier une révolution solaire, par exemple, comme font certains, si on n'a pas regardé tout ça déjà dans le thème. Parce qu'une révolution solaire ne peut pas contredire ce qui est dans le thème, mais seulement elle va nous apporter le climat de l'année en fonction de ce qu'on voit dans le thème. Hein, si par exemple on a un ascendant Sagittaire en révolution solaire, on sait que dans tout ce qui nous est demandé de vivre dans notre thème, on est dans une période qui est propice à l'enseignement, au voyage, aux choses comme ça. Par contre, si on a une révolution solaire avec un ascendant Capricorne, c'est une période où il nous est demandé d'être plus intériorisé, plus structuré, etc. Voilà. Donc, merci Samuel. Moi, ça me nourrit énormément. Ça va cogiter, ça va réflexionner. Moi, personnellement, je retiens deux choses. C'est cet enracinement dont tu parles. Et ça, je trouve ça très, très important dans l'époque actuelle. Et puis, cette dimension collective que tu as mis. Et puis, bon, on le sait, en tout cas, moi, là, je prêche pour ma paroisse, mais enfin, le maître Omram, il est venu pour réaliser et donner les outils de la réalisation de la fraternité. Voilà. Et cette fraternité, il le dit, c'est d'abord aussi la fraternité avec notre monde cellulaire. Voilà. Donc ça, c'est un autre chapitre. Mais oui, c'est docteur Amélie. Voilà. Chacun parle pour sa paroisse. Hein. Voilà. Pour terminer, on va vous proposer de donner un coup de main. Il y a Christian qui va coordonner ça. On va plier les chaises bleues, les ranger à leur place, et puis après on va mettre la table au milieu, et ceux qui ont le temps et qui le veulent, on va partager autour de boissons, hélas sans alcool,
Hein, voilà. Avec des toasts, hélas, sans viande. Voilà.